L'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. On va se parler de l'annonce de cette usine Nordvolt qui a été faite aujourd'hui. Mais avant, dans la foulée de cette annonce, tu sais qu'il y a plusieurs élus qui s'étaient déplacés. Et notre collègue Paul Larocque a rencontré le premier ministre François Legault et ils ont parlé de son avenir. Vous avez dit, pour un troisième mandat, c'est la santé qui va déterminer. Vous avez l'air en forme. Tout ça. À quel moment vous allez vous décider dans le cours du deuxième mandat? Vous n'allez pas attendre la dernière minute, là, je présume. Est-ce que vous dites 1 an avant, je prends ma décision? Bien là, pour l'instant, ma décision est prise. Là. Je suis en santé, fait que j'y vais. Alors, il y va. Nous sommes en 2023. Mario, pourquoi l'annoncer aussitôt? Il n'y a rien annoncé, là. Il n'y a pas le choix de dire ça. Même si demain, il avait prévu une conférence de presse pour annoncer son départ de la politique, aujourd'hui, il aurait répondu ça. Pourquoi il y a des matières où... Bien, parce que le jour où tu laisses un flou là-dessus, tu viens de déclencher par la force des choses une frénésie, une course au leadership. Donc, un chef politique, un premier ministre, un chef politique doit dire « je reste ». Puis le jour où il part, je veux dire, il faut que le matin, il se lève, il s'en va faire sa conférence de presse, puis il n'y a personne qui le sait. C'est la seule manière de faire ça. La seule manière de faire ça. Donc, la vérité, il faut y aller avec notre logique humaine à nous. Moi, je pense que François Legault va prendre une décision vers la fin du mandat, peut-être en 3e année de mandat. Il y a un moment où, d'un point de vue personnel, avec sa conjointe, sa santé, le contexte politique, il va regarder tout ça. Si tu me demandes à moi, quand je regarde son âge, sa vie, sa fortune, sa possibilité avec sa conjointe de voyager, moi, je pense que la plus grande probabilité, c'est qu'il ne fera pas de 3e mandat. Mais tu sais, je suis pas dans sa peau, là. Moi, c'est une évaluation personnelle que je fais à l'œil comme ça, en regardant l'ensemble de la situation. Je pense que c'était son plan aussi, de faire 2 mandats, de laisser sa marque comme premier ministre, ce qu'il veut faire avec tout le dossier de la filière des batteries électriques, etc. Donc, pour le reste, là, je veux dire, il n'y a pas le choix de dire ça. Il faut qu'il dise « je reste ». Écoute, s'il laissait le moindre flou, demain matin, dans son caucus, c'est le bordel. Là. Tout le monde va se trouver un candidat au leadership. Puis, il sera plus chef de facto. Donc, il doit rester très, très ferme sur cette question-là. C'est son devoir là, pour bien gouverner le Québec, pour bien mener son parti. Alors, l'entrevue qui sera diffusée notamment à la Joute, aux 17h et au bilan aussi ce soir avec notre collègue Paul Larocque. Revenons à cette annonce. Maintenant, usine Nordvolt, méga, giga usine au Québec de batteries pour les véhicules électriques. Mais ça va coûter cher. Ça va nous coûter cher, Mario. 2,7 milliards de dollars de Québec et Ottawa et 4,6 milliards de dollars pour des incitatifs à la production qui seront offerts par les 2 paliers de gouvernement. Est-ce que c'est un beau risque, selon toi? Ben... Tu sais, j'ai trouvé que le directeur parlementaire du budget à Ottawa avait tellement décrit ça avec une certaine sagesse. Il a dit, il y a un risque technologique. Est-ce que, par exemple, les batteries, je sais pas moi, en 2030, 2035, il va y avoir une nouvelle technologie qu'on connaît pas aujourd'hui, qui va propulser les autos différemment, puis on va dire, ouais, les batteries électriques, là, ça vaut plus ce que ça valait. Tu sais, on le sait jamais, alors que peut-être que c'est le prochain, probablement là, que c'est le prochain 30, 40, 50 ans, 60 ans de motorisation des véhicules qu'on est en train de préparer, puis peut-être que le Québec se positionne en champion là-dedans. Tu sais, quand Robert Bourassa a lancé LG2, c'est bien des gens qui disaient c'est fou raide, là, ça n'a pas de bon sens. On empruntait, je pense, plus que la dette que le Québec avait de dette ou quelque chose du genre. C'était vraiment gigantesque comme emprunt. Le PQ disait on devrait aller dans le nucléaire, faire quelque chose de moins grandiose. T'sais, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais je reviens au directeur parlementaire du budget. Il dit ce qu'il faut penser aussi, c'est au risque de rien faire. Il y a comme une nouvelle industrie qui vient au monde, qui se met au monde. Est-ce qu'on est prêt, nous, à dire, regarde, nous, des batteries, des autos électriques, on va en importer, on n'en fabrique pas, on touche pas à ça, on n'est pas assez sûr, fait qu'on va en acheter des autres pays, mais on n'en produira pas. C'est ça le risque. À un moment donné, il faut que tu prennes la décision. Prenons le cas de Nordvolt. Moi, j'ai depuis 48 heures, j'ai fouillé cette affaire-là. Cette usine-là s'en allait en Californie. C'était fait, là, s'en allait en Californie. Les gens de Tesla qui étaient en Suède, c'est du monde qui connaissait bien la Californie. Ils voyaient la Californie comme l'État vert, là, à travers le Canada. En fait, ils connaissaient pas beaucoup le Canada. Ils regardaient surtout les États-Unis, puis ils disaient la place verte, c'est la Californie, c'est là qu'on s'en va, puis on connaît ça.
Et c'est vraiment l'action concertée. D'abord de François-Philippe Champagne, ensuite de François-Philippe Champagne, Pierre Fitzgibbon, qui ont... Tu sais, quand tu dis là, qu'en politique, tu peux changer le cours des choses. On dit on va en politique pour changer le monde, changer le cours des choses. Mais ils ont changé le cours des choses. Ils ont convaincu cette entreprise-là que si tu veux vraiment être verte, si ton affirmation de vouloir être l'usine de batterie la plus verte au monde, si t'es sincère, ben il n'y a rien qu'une solution. Faut que tu t'en viennes au Québec. L'hydroélectricité, tu vas aller chercher une énergie parfaitement propre. Et ils ont réussi à les convaincre sur une période d'1 an et demi. Maintenant, les gens ont été très honnêtes, les gens de Nordvolt. Ils ont dit, ben c'est sûr que s'il n'y avait pas à côté le programme américain, le Inflation Reduction Act, le IRA, si le Canada n'avait pas à côté ça, ben on allait aux États-Unis. C'est évident. Après ça, ben là, on peut dire, est-ce que Joe Biden a été trop généreux dans son programme, puis nous, ben pour l'accoter, ça nous coûte des fortunes? Ouais, on peut dire ça, mais après ça, c'est quoi qu'on fait? On dit, bon, ben Biden a gagné, il a mis tellement d'argent sur la table, on y laisse toute l'industrie, ou ben on va jouer dans les coins, puis nous, on... Bon, là, on nous dit, les gouvernements, qu'on va rentrer dans notre argent en 9 ans. Et avec, non pas la méthode de calcul optimiste qu'ils avaient utilisée en Ontario, mais là, ils sont allés avec une méthode beaucoup plus prudente, beaucoup plus proche de ce que le directeur parlementaire du budget avait suggéré en termes de calcul des retombées. Donc, moi, je pense que, à la question, est-ce que c'est un beau risque? Je pense que oui. Puis je pense que le risque serait à la limite plus grand de dire, parce qu'à un moment donné, c'est un choix aussi. Tu peux dire que nous, là, c'est trop d'argent, on touche pas à ça, on laisse tout passer, mais des autos électriques, là, mais avec les annonces on va en acheter. Là. Ça vient un peu boucler la boucle aussi. Ouais, mais là, le Québec devient... Et c'est ça l'affaire. Le Québec devient un vrai joueur dans l'automobile. Point. Ce qu'on n'est plus depuis la fermeture, ben là... On n'a jamais été un vrai joueur dans l'automobile. On était un petit joueur qui existait quand on faisait des Camaro à Boisbriand. Quand GM faisait des Camaro à Boisbriand, on était un Lilliputien, mais on existait. Mais depuis ce temps-là, depuis qu'en 2002, GM a fermé, on n'existe plus dans l'automobile du tout. Peut-être des fabricants de pièces, des fournisseurs, mais là, on redevient un joueur majeur dans l'automobile. Et c'est une partie de l'histoire de tout ça, là. Parlons d'immigration maintenant, des données que vient de publier Statistique Canada à Mario. 1 résident sur 20 au Canada, c'est un immigrant temporaire. Alors, entre le 1er juillet 2022, on le voit sur le tableau, et 1er juillet 2023, ce sont près de 700 000 immigrants temporaires qui sont arrivés ici au Canada. On sait que l'immigration, ça a toujours été dans l'ADN du gouvernement Trudeau, mais avec la pénurie de logements, est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle? Oui, puis on pourrait poser aussi la question, est-ce qu'on a créé ou empiré la pénurie de logements? Parce que là, plus les chiffres rentrent... D'abord, moi, je suis de moins en moins certain que quelqu'un, même Statistique Canada, je ne sais plus si quelqu'un au gouvernement a le portrait réel de combien de gens sont entrés, là. J'ai un peu le feeling, tu sais, ça arrivait il y a une couple d'années, les jeunes annonçaient à telle adresse, moi, je reste à telle ville, puis à telle adresse, je fais un party à soir, puis à un moment donné, les parents étaient pas là, à un moment donné, la maison était tellement pleine que le jeune ne savait plus comment est-ce qu'il y avait de monde dans sa maison, comment est-ce qu'il y avait d'invités qui était venu à son party. Je me demande si c'est pas un peu ça qui est en train d'arriver au Canada. On a tellement de programmes nombreux où les portes sont très ouvertes, étudiants étrangers, travailleurs étrangers temporaires, migrants qui rentraient par le chemin Roxham. Je me demande si on a le portrait. D'ailleurs, des économistes l'ont posé cette question-là il y a quelques semaines. Est-ce qu'on a encore le portrait réel là, de l'ampleur de ce qu'il y a comme immigration au Canada? Mais ça fait de nous le pays du G7 qui accueille le plus. Et ça... Bon, dans le reste du Canada, ça pose pas de questions culturelles. Parce qu'on se dit, bon, ben là, qu'est-ce que tu veux? L'anglais, c'est la langue, c'est comme la langue des affaires, la langue de la planète. Puis ils parlent dans beaucoup les nouveaux arrivants, souvent, ils parlent leur langue maternelle parce qu'il y a une communauté de leur langue maternelle. Mettons, à Toronto, il y a des communautés de toutes les langues de la Terre. Plus, ils parlent anglais. Fait que, tu sais, ils combinent ça, tout va bien. Mais au Québec, avec le français, tu dis, OK, là, tous les efforts de la CAQ, les programmes de francisation, tout ça s'applique sur les 50 000... Tu sais, le fameux seuil de 50 000 qui sont les immigrants, là, qui obtiennent leur résidence permanente, leur citoyenneté. Mais là, avec les chiffres qu'on voit, on se dit, aïe, là, le français, là-dedans, là, y a-t-il encore quelqu'un qui peut dire sérieusement qu'on est en mode intégration, francisation? Bon, il y a une bonne partie là-dedans qui sont peut-être des étudiants étrangers qui sont dans des établissements d'enseignement. Mais là, je sais pas si les gens ont vu... Ben, c'est ça que j'allais dire. Je sais pas si les gens ont vu les chiffres sur l'attractivité des universités
anglophone. Demandons-nous pas des fois pourquoi ça parle anglais à Montréal. Ça parle peut-être aussi anglais à Montréal parce que beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, mais c'est comme ça se passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps d'en prendre complètement conscience du nouveau Canada là, qui est en train d'émaner de tout ça. Là. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.